Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'analyste pour un nouveau format qui s'appelle l'entre-deux. Je suis avec Benjamin aujourd'hui, le grand gourou du média. Comment ça va, Ben? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va nickel. Petit entre-deux, nouveau format. Alors en 30 secondes là, qu'est-ce que c'est l'entre-deux pour les gens qui se posent la question? C'est un petit format qu'on va faire comme ça une à deux fois par semaine pour traiter de l'actu. Donc dès qu'il y a un gros dossier qui sort, par exemple un gros trade, une grosse info de manière générale, un move, quoi que ce soit, boum, nous on se met sur OBS, on s'installe le petit setup et puis on se fait 15-20 minutes pour en parler, pour partager ça avec la commu. C'est ça, et puis bon voilà, le principe est simple, entre deux personnes, une actu, on en Et parle pendant le temps qu'il faut, et puis voilà, ça tout est dans réfléchit. Ça gros réfléchit cerveau. là-dedans. Du coup, aujourd'hui, on pouvait pas commencer cet entre-deux sans parler un peu de Steph Curry en 2 minutes, très rapidement. Les Warriors, hier, ils étaient en déplacement à New York et Steph Curry nous a encore servi une sacrée soirée, une soirée historique au Madison Square Garden. Je remets un peu de contexte. Le match, il vient tout juste de commencer. Ça fait 5 minutes que ça joue. Andrew Wiggins, ton MVP, passe le ballon à Steph qui prend un shoot à 3 points à 45 dont lui seul a le secret. Ficelle, temps mort. Explosion du MSG, Steph Curry du coup devient le joueur le plus prolifique de l'histoire derrière l'arc. Ray Allen est sur place pour cette occasion, Reggie Miller est aux commentaires. On pouvait pas rêver mieux en tant que fan de basket que la soirée qu'on a eue hier. Ça c'est clair, et puis en plus, la célébration avec son père, très touchante, le fait qu'il fasse ça devant le Madison Square Garden, alors qu'il a failli être drafté par les Knicks, c'est là où il voulait aller, la franchise de New York était intéressée aussi, donc il y a toujours eu ce what if pour les New-Yorkais, et qui voit Stephen Curry devenir le plus grand tireur à 3 points de l'histoire devant eux. C'est un peu cruel, mais bon, bah, c'est ce qu'il fallait. C'était un moment inoubliable et immanquable pour les fans de basket, donc forcément on était tous branchés sur le live pour assister à ce moment vraiment historique, parce que c'est très rare, il faut le rappeler, qu'un joueur passe numéro 1 sur une liste all-time. Clairement, puis surtout on parle pas de n'importe quelle liste all-time, c'est-à-dire que le shoot à 3 points, c'est quand même une partie archi importante dans le jeu d'aujourd'hui et Steph Curry en est l'icône. Il est le responsable de la révolution dans le jeu à ce niveau-là et ouais, c'est le MSG, c'est vraiment un petit alignement des planètes où ça s'est vraiment passé au meilleur endroit, au meilleur moment. Il y avait même Spike Lee, il y avait vraiment tout le monde. Donc voilà, on était obligé de commencer cet entre-deux pour traiter de cette petite actu. Boum, de mon côté, je vais enregistrer hop, la ligne édito qui change et du coup on va parler du Covid-19, retour en force du Covid-19, plus de 30 joueurs et 2 coachs en protocole sanitaire. Ben, les Nets sont 7 joueurs dans le protocole, plus Kyrie qui joue pas, plus Joe Harris qui est pété. Les Bulls, ils ont 9 joueurs dans le protocole et 2 matchs annulés. Ça rappelle quand même des mauvais souvenirs. Les Hornets qui reviennent doucement mais qui sont toujours un peu en difficulté. C'est compliqué là au niveau Covid en NBA. On a concrètement 38 joueurs au moment où on tourne cette vidéo qui sont dans le protocole sanitaire, sachant que certains sont sur le retour. Tu l'as dit, les Hornets, effectivement, Jalen McDaniels devrait jouer ce soir. Mason Plumlee et Lamelo Ball sont sur leur retour. Et il y a ce phénomène aussi de non seulement ils sont absents pendant 10 jours à cause du protocole en lui-même, mais en plus ils ont besoin de remise en forme. Et certaines équipes, tu les as mentionnées, ça les blesse un peu plus que d'autres. Les Nets sont donc à 9 joueurs avec la signature de Langston Galloway qui a dû être signé sur la Hardship Exception justement pour faire face à ce problème-là. Euh, Ils ont 9 joueurs, donc 4 rookies, un Kevin Durant qui a déjà joué 48 minutes. Donc la situation commence à être vraiment tendue en NBA. Et tu l'as aussi dit, 2 coachs, c'est-à-dire Rick Carlisle et Alvin Gentry, qui sont tous les deux en protocole, et donc des équipes qui doivent composer avec les assistants à la place de coach en chef qui viennent d'arriver à leur poste, et donc qui ont besoin de ces matchs pour s'imposer dans cette équipe. Donc c'est vraiment une situation délicate. Ouais, c'est vraiment une situation particulière et c'est vrai que ça nous rappelle quand même de voir carrément des matchs annulés parce qu'il n'y a pas assez de joueurs dans un effectif. Ça nous rappelle quand même la saison où ils avaient tout interrompu et pendant quelques mois on n'avait pas de basket et après ils avaient installé cette bulle à Orlando. Mais du coup, Et même par rapport à la saison dernière, j'ai envie de dire que il y a cette problématique. On ne pensait pas revoir des matchs reportés, en l'occurrence. hmm, Et donc, il faudra trouver un moment à la fin de la saison pour jouer les matchs reportés. Les Bulls devront jouer 2 matchs potentiellement en fin de saison. On verra comment la NBA s'organise par rapport à ça. Je ne sais pas si un protocole est déjà en place, mais potentiellement, ça peut être plus difficile pour eux parce que les autres équipes auront un temps de pause, tandis qu'eux devront jouer 2 matchs avant les playoffs, très certainement.
Donc c'est dur. Et puis les équipes Surtout, qu'ils affrontent devront aussi jouer. Donc surtout qu'on parle compliqué. d'équipes concernant par exemple les Bulls, les Hornets, etc. On parle même avant des playoffs, d'équipes qui potentiellement peuvent jouer aussi un play-in. On a un peu moins de doutes pour les Nets, mais Bulls, Hornets, Pour les Bulls aussi, etc. les Bulls, ça se passe quand même. Ils C'est vrai que sont ça se deuxième de la passe, mais tu vois, conférence genre, Est. on n'est pas étonné si ça chute. On le saurait un peu plus du côté des Nets, mais ce que je veux dire, c'est que tu parlais un peu du calendrier. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Je pense quand même que la Ligue a dû prévoir des trucs. Quand vraiment le Covid est arrivé et a stoppé la saison, c'était la saison 19-20. Exact. À ce moment-là, je pense que la priorité de la Ligue, c'était déjà de finir la saison, de faire les playoffs, etc. Mais je pense que dans la foulée, en même temps, en parallèle, ils ont dû prévoir justement des coups d'avance en cas de situation majeure comme celle-ci, pour justement pouvoir revoir un peu le calendrier, parce que c'est vrai que c'est toute une organisation, quoi. Faut Et puis avoir une c'est une salle ligue de très dispo, organisée. Donc il y a énormément de gens qui taffent, c'est-à-dire que quand il y a un match de basket, on se rend peut-être pas compte, nous, de l'extérieur, mais il y a énormément de gens qui sont impliqués dans la salle, énormément d'employés à plein de niveaux différents, les chaînes de télé, etc. Enfin bref, c'est vraiment une sacrée organisation. Et on n'a pas d'infos à ce niveau-là, mais moi, je sais pas toi, tu vois, mais je suis pas trop inquiet niveau organisation. La NBA est quand même une ligue très très solide. oui, c'est clair. Et puis bon, après, il faudra voir le nombre de matchs qui sera reporté. Parce que plus on avance, effectivement, plus on a de joueurs dans le protocole. Et comme tu le dis, quand ça touche des équipes comme les Bulls et les Nets, enfin surtout les Nets qui sont très très bien, ça pose pas tant de problèmes parce qu'ils sont quasiment assurés d'avoir leur place en playoff. En revanche, les Hornets sont pile huitième de la conférence Est avec des équipes qui montent, comme les Celtics, justement, des équipes qui sont attendues un peu plus haut. C'est une situation un peu difficile pour eux parce que justement, ça pourrait les priver de play-in, les priver de play-off s'ils arrivent 9e seed. Donc, ils ont un désavantage. Ils n'ont pas l'avantage du terrain ni du play-in, du coup, pour ce play-in. C'est un peu compliqué. Et l'équipe sont privées de gros joueurs. Par exemple, les Bucks doivent composer sans Yanis jusqu'à à peu près à Noël à cause du protocole. James Harden est aussi out à cause du protocole. Donc ça impacte énormément ces équipes parce que c'est des joueurs qui sont clés pour eux. C'est aussi compliqué parce que ils doivent se préparer à jouer le titre. Donc ils ont besoin de cette saison pour travailler. Non seulement ils ne jouent pas, mais ils ne s'entraînent pas non plus. Pour les Bulls, c'est encore plus critique parce que tout est figé avec DeRozan, Kobe White, Zach LaVine, etc., qui sont tous en protocole. Donc c'est vraiment quelque chose qui ralentit ces équipes. Et puis, au-delà de ça, il y a des joueurs pour lesquels c'est plus dur que pour d'autres. Je pense à Dante DiVincenzo qui voulait faire son retour alors qu'il n'a plus joué au basket depuis juin à cause de son opération de la cheville. Là, son retour Ouais, est c'est au programmé pire face aux moment, un Pacers. protocole sanitaire au moment où il est censé revenir, le pauvre. Quasiment le jour où il est censé revenir. C'est très très dur alors qu'il est très attendu pour les Bucks. On rappelle qu'il était quand même titulaire la saison dernière, donc je ne sais pas s'il aurait été titulaire cette saison, potentiellement. Ça dépend de comment il revient aussi. Ouais, Mais coup dur pour les Bucks. Et clairement. dur de travailler pour le titre. Pareil pour les Lakers qui composent sans Talen Horton-Tucker, sans Malik Trevor Monk, sans Ariza. Dwight Howard, sans Trevor Ariza qui de toute façon, Lui, lui ouais, en c'est pas le l'occurrence, Covid, lui, il est blessure. Mais, c'est ça, il est dans une situation compliquée, et je ne sais plus exactement laquelle, mais pour le coup, il joue pas beaucoup, donc ils sont privés de ces joueurs-là, hmm, et donc on voit des joueurs qui sont obligés, enfin des équipes qui sont obligées de signer de nouveaux joueurs pour s'adapter, de faire jouer des joueurs pendant 48 minutes, enfin, très compliqué comme c'est situation. clair. C'est clair, Ben, pour les gens qui sauraient pas un peu comme pas trop forcément comment ça marche au niveau justement de tous ces protocoles sanitaires et des moyens préventifs qui sont mis en place par la Ligue, quand un joueur est placé en protocole sanitaire, qu'il soit positif ou cas contact, comment ça marche? Si t'es positif au Covid, est-ce que t'es absent la même durée que si t'es cas contact? Comment ça fonctionne un peu les absences quand t'es touché de près ou de loin par le virus? Comment la Ligue justement prévient, met en place des actions qui permettent justement de protéger l'ensemble de la ligue et que la ligue continue de fonctionner. Concrètement, quand on rentre en protocole sanitaire, c'est pas forcément à cause d'un test positif au Covid, mais potentiellement parce qu'on était exposé à quelqu'un qui a été positif au Covid. Et donc ensuite vient le test. Et donc il y a deux scénarios dans ces cas-là. Il y a le scénario dans lequel on est capable de produire deux tests négatifs en moins de 24 heures, au moment où on est passé en protocole. Donc des fois, on espère un faux positif. Par exemple, pour Rick Carlisle, qui était un des premiers cas, et en tout cas le premier cas de coach, on espérait un faux positif au début et qu'il arriverait à passer deux tests négatifs, parce qu'on rappelle que les joueurs sont d'abord testés, et les coachs aussi, du coup, avec un test rapide. Et donc ensuite, ils font des tests PCR pour être sûrs. Mais du coup, à partir du moment où ils ne sont pas capables de produire ces deux tests en 24 heures, c'est 10 jours en protocole. Et évidemment, pour sortir du protocole, ils doivent encore une fois
être testé négatif avec un test PCR. Donc, c'est 10 jours sans jouer, sans s'entraîner, coupés du reste de l'équipe. Donc, c'est des jours de confinement quasiment. En plus, ils sont testés positifs au Covid, évidemment. Ils ne vont pas s'amuser à sortir et profiter de ce temps-là pour aller en boîte et tout ça. Donc, c'est un moment où ils s'immobilisent dans leur entraînement personnel aussi, parce qu'ils n'ont pas de contact avec leur coach personnel. Ouais, ils sont vraiment Donc, tout seuls, quoi. Ils sont vraiment en isolement. j'imagine qu'il y en a il y a des coachs qui prennent le risque et qui viennent s'entraîner avec eux, mais souvent les joueurs partagent les coachs. Donc les coachs, quand on est testé positif au coronavirus, évidemment, bah, le protocole de base aux États-Unis, que ce soit pour les joueurs de basket ou pour les gens qui vivent là-bas, c'est de s'isoler. Donc voilà, souvent c'est 10 jours d'absence. Je pense qu'un cas qui est intéressant, c'est Jalen McDaniels. Il est entré dans le protocole le 5 décembre et il en sortira ce soir le 15 décembre. Il a fait ses 10 jours. En revanche, du coup, à cause de cette immobilisation, il y a des joueurs qui mettent du temps. Austin Rivers, il est rentré en protocole fin novembre. Il aurait pu revenir après le 8 décembre, mais il n'est toujours pas revenu. Il est questionnable ce soir. Justin Holiday, pareil, il aurait pu revenir le 10 décembre, mais il est encore questionnable parce qu'il y a encore ce moment où il doit se remettre à pratiquer. On voit que la Melo Ball, par exemple, est envoyé en G-League pour aller s'entraîner un petit peu avant de revenir. Et puis des fois, ça se cumule à des blessures, comme Ja Morant, qui était de base déjà blessé. Et en plus, il y a le protocole sanitaire, donc ça le freine encore potentiellement de sa rééducation. Mason Plumlee, il a des problèmes physiques. Donc bref, c'est tout un bordel. En tout cas, généralement, c'est 10 jours d'absence. C'est le quota, c'est le tarif classique pour le protocole. Ok, donc je résume, donc si t'es cas contact, que t'es un joueur NBA, que t'es cas contact, ou même que t'es coach, enfin je pense qu'en fait c'est valable pour tout, entre guillemets, les employés de la C'est ça. NBA, les équipes, peu importe ton poste. Donc si t'es cas contact, il faut que tu sois capable de donner 2 tests négatifs en moins de 24 heures. Si c'est pas le cas, t'es écarté du groupe, t'es isolé, tu restes chez toi pendant 10 jours, donc la durée du protocole. Et si t'es positif, ça se passe comment? Du coup, c'est la même chose? Comment ça fonctionne? Si t'es vraiment positif et que, tu sais, on sait qu'il y a des joueurs qui, enfin, selon les gens, on peut être positif et ne pas avoir de symptômes. On peut être positif et avoir beaucoup de symptômes. On sait qu'il y a des joueurs qui ont mis du temps à se remettre, etc., qui l'ont eu. Je pense à Evan, je pense à d'autres garçons aussi. Quand t'es vraiment positif, comment ça se passe? C'est la même procédure? Concrètement, c'est la même procédure parce que les 10 jours, c'est un minimum. C'est le minimum que tu vas passer. Ensuite, si tu es toujours atteint du Covid après 10 jours et donc toujours Ça se positif, reporte en de tout... fait. c'est ça. En fait, tu sors du protocole. Tu sors pas automatiquement puisqu'il faut ton test négatif. Hmm. Donc, si tu as toujours le Covid, forcément, tu vas attendre. Et de toute façon, les staffs médicaux, ils examinent leurs joueurs et ils doivent attendre que tu sois de nouveau en forme pour jouer. Donc, les joueurs qui sont symptomatiques, souvent donc vont pas du tout pouvoir s'entraîner, mais même pas physiquement. C'est-à-dire aucun sport Hmm. potentiellement pendant la durée du protocole. Donc leur temps pour revenir au jeu est plus long. Pareil, s'ils ont perdu du poids, ça veut dire qu'il faut aussi une petite réhabilitation Ouais, pardon, reprendre un physique. peu de la masse, aller pousser de la fonte pour reprotéger un peu les articulations et tout. C'est ça, et puis on parle de joueurs de haut niveau, donc tu mentionnais l'exemple d'Evan Fournier qui est super pertinent, parce que c'est un joueur qui était en forme physiquement, mais qui avait du mal, il disait justement avec sa vision périphérique, il avait des troubles à cause du Covid, il y a souvent des problèmes éventuellement respiratoires. La plupart des joueurs sont vaccinés, on n'a pas le détail forcément de tous les joueurs qui ne sont pas vaccinés. Après, bon, bah, on sait que le Covid peut nous toucher et on peut être symptomatique malgré le vaccin, donc ça dépend, c'est un peu au cas par cas, mais le protocole reste sensiblement le même. Mais après, bien sûr, en fonction du cas, bah, ça varie parce que on est plus ou moins atteint, parce qu'on est toujours positif, etc. Donc c'est un protocole qui est de base fait pour tous les joueurs, mais Hmm. qui Donc en est gros, c'est un adapté en protocole de fonction du cas. base de 10 jours. Et C'est ça. après, quoi qu'il arrive, ta porte d'entrée, ou plutôt ta porte de sortie pour pouvoir revenir entre guillemets à une activité normale, c'est un D'être en pass, forme et d'être négatif. ouais, un test pardon, positif et d'être en forme, bien évidemment, pour les C'est joueurs. ça, Ok, bah exactement. écoute, je sais pas si t'as des trucs à rajouter au niveau du Covid, si t'as des infos, si t'as quoi que ce soit complémentaire que tu voudrais rajouter. Un truc à évoquer rapidement, c'est quand même, je pense, le fait que beaucoup de gens demandent un arrêt de la saison, éventuellement une semaine de pause. Et c'est une mesure que la NBA va être peut-être contrainte d'envisager si les cas Peut-être autour continuent du de... All-Star Game. C'est ça, potentiellement. Et voir peut-être dès maintenant, ça dépend de... Enfin, pas dès maintenant, mais dans les semaines à venir, parce que c'est vrai que en l'occurrence, on avait vu assez peu de cas avant le 10 décembre.
et que depuis le 10 décembre, on a eu peut-être une vingtaine de cas, voire plus, et des cas qui tombent très vite parfois dans Mm. certaines équipes. Je pense aux Nets. Paul Millsap, c'était le premier joueur à tomber dans le protocole Ah, sanitaire. c'est vraiment les dominos, Ensuite, quoi. oui, c'est les dominos, parce qu'ensuite, on a eu 4 joueurs d'un coup, Mm. euh, hier en l'occurrence, puis 2 autres joueurs, James Harden et Bruce Brown, hier aussi. Donc c'est vraiment, ça se répand, c'est un sport de contact, quoi qu'en disent les gens d'autres sports. Et donc forcément, il y a ce facteur de risque qui est quand un joueur est positif au Covid dans une équipe, les autres sont qu'à contact. Si il est contagieux, les autres peuvent être contaminés. Donc ça se répand rapidement. Et dans certaines équipes, comme les Nets et les Bulls, ça devient très contraignant. Si ça arrive dans, je sais pas, 5, 6 équipes, peut-être qu'une pause peut être envisagée. En tout cas, Mm. la NBA devra prendre éventuellement des mesures parce que ça risque d'être très compliqué pour la compétition. Faudrait pas Et qu'on ait une peut-être, grosse vague, entre guillemets, interne dans la NBA, quoi. Ce serait vraiment c'est relou. ça. Sachant que les joueurs peuvent être asymptomatiques, mais vu qu'un protocole très strict est mis en place, de toute façon, ils ne peuvent pas jouer. Donc, qu'il soit juste. Parce que le vaccin, c'est aussi à propos des symptômes, principalement. Mm. C'est ça, ils vont pas forcément avoir des Oui, symptômes. c'est ça, le Ces vaccin, gens-là, c'est juste pour ne pas souffrir, quoi. Ça empêche pas d'avoir le Covid, ça empêche pas de le transmettre, ça empêche pas, ça empêche vraiment rien. Ça diminue juste les effets et en cas de contraction, tu souffres c'est moins ça, normalement. ils auront pas de forme grave, ils ont moins de chances d'être contagieux. Mais quoi qu'il arrive, on est en NBA, on est dans une ligue fermée qui fait très attention à ses joueurs. Donc, forcément, ça implique que ces petites contaminations qu'on voit maintenant en France, on parle de cinquième vague et donc on parle beaucoup de contamination parce qu'il y a moins de gens qui en meurent, etc., grâce au vaccin. Mais donc en NBA, c'est ça qui compte. Les formes graves, évidemment, ça compte pour la vie de tous les jours, mais en NBA, rien que le fait qu'il soit positif, symptôme pas, ça compte. Donc, Mm. s'ils font face à une vague de Covid en NBA, c'est compliqué de juste faire Bah, comme si surtout de que c'est rien ça, n'était. parce que comment dire, on parle de gens, tu vois, dans le milieu de la NBA, peu importe qui tu es, que tu sois un joueur, un coach, un entraîneur, quelqu'un dans le staff, juste un employé aussi dans le stade, tous ces gens-là, on travaille dans des grandes salles, mais où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment, c'est des milieux en termes d'habitants, enfin pas d'habitants, mais de population, enfin de gens, c'est très dense. Et donc du coup, on peut pas se permettre qu'il y ait trop de cas de Covid si c'est pour qu'après tout le monde soit malade et qu'on puisse plus rien faire. Donc, C'est ça. donc du coup, c'est vrai que si la ligue peut-être doit tout arrêter pendant une semaine, le temps entre guillemets de tout remettre à plat, et après bon, il y aura des cas de Covid, je pense, il y en aura encore pendant un bon moment. Le Covid, c'est pas un Mm. truc avec lequel on a terminé, mais mais du coup, si ça permet, comme j'ai dit, de tout mettre à plat et de temps en temps qu'il y ait un cas, mais que ce soit pas non plus trop embêtant, bah, c'est vrai que ça peut être la solution. Mais du coup, s'ils font ça, ça entraînerait forcément des décalages au niveau des playoffs, au niveau de tout ce qui est post-season. Oui, et puis du coup aussi, potentiellement, on va encore marcher sur le planning de la WNBA, ce qu'évidemment la NBA et la WNBA veulent éviter. Et puis, on essaie quand même après 2 saisons décalées, une saison plus que l'autre évidemment avec la bulle. Même la saison dernière était sur un calendrier un peu décalé, Mm. avec des joueurs qui ont dû faire les JO en Ouais. express. On essaie de se remettre en rythme. Donc évidemment, l'objectif de la NBA dans ce cas-là, c'est d'éviter cette vague de Covid et d'éviter que ce soit qu'on ait à décaler trop de matchs. 2 matchs, ça reste facile, enfin ça reste facile à gérer. Par contre, si on arrive à beaucoup, beaucoup de matchs à décaler, ça devient problématique et c'est là que la NBA va être confrontée à des mesures. Pour l'instant, elle a cette politique justement de limiter les cas de Covid, mais aussi limiter du coup le décalage pour rester sur un timing normal, pour permettre aux franchises de s'y retrouver, de repartir sur un rythme normal et de revenir dans des conditions pré-Covid, avant l'arrêt de la saison sur ce fameux match Jazz Thunder, qu'on n'a jamais retrouvé depuis en fait ce moment-là. C'est Donc, clair. donc en fait, elle est un petit peu. C'est un dilemme pour cette ligue qui doit choisir entre la santé et le Où est la côté. limite en fait? C'est vraiment ce truc de Voilà, où est-ce qu'on place la limite ou genre pour l'instant c'est acceptable, on continue. Là c'est trop, on s'arrête. C'est vraiment ce c'est truc de ça. savoir juger quel est le bon moment et tout. Et c'est vrai que tu me parlais de la WNBA. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a de manière générale la ligue, enfin toutes les ligues majeures en fait aux États-Unis sont plus ou moins sur des calendriers qui matchent les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand tu as les playoffs NBA, bah, niveau MLB, NFL, NHL, il se passe pas grand-chose.
C'est souvent, il y a quand même ce truc où les sports, justement, les uns avec les autres sont plutôt bien calculés pour qu'il y ait toujours un truc majeur. C'est très ricain. Mais du coup, c'est vrai que la Ligue veut l'éviter. Après, je pense qu'une semaine ou deux, tu vois, ce serait pas non plus dramatique. Je sais pas trop comment ça colle au niveau de la WNBA, mais si c'est 1 ou 2 semaines, je pense pas non plus que ce soit si ouf que ça. Surtout que ce serait plutôt on serait sur un moment majeur en WNBA et sur une fin de saison, ce qui est quand même important en NBA, mais peut-être un peu moins ouf, tu vois, en termes d'importance et Bah, de hype, etc. vu le calendrier actuel, c'est vrai qu'on risquerait d'empiéter sur la saison régulière de WNBA. La saison dernière, c'était les playoffs, c'était plus dommageable pour la WNBA principalement. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y a ce problème des audiences qui se chevauchent avec notamment la NFL. Et on attribuait la perte d'audience des 2 années précédentes de la NBA, sur certains matchs évidemment, à justement le fait qu'ils partagent l'antenne avec les matchs de NFL qui sont extrêmement regardés aux États-Unis. C'est le port numéro un Euh, aux States. et donc forcément, on veut forcément s'éloigner de ce truc-là. Donc, ça les arrange sur le plan commercial aussi de maintenir le calendrier tel quel, avec juste pour l'instant 2 matchs reportés. Ensuite, on verra, ils vont devoir peut-être s'adapter s'il y a plus de vagues, mais peut-être que là, on atteint un pic de cette épidémie NBA. Je pense que les jours à venir en diront plus sur la situation. Carrément, carrément. Et bah écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit aux gens qui nous écoutent par rapport à ces petites actus, la petite actu quand même kiffante de Steph. Et maintenant, je pense que tout le monde a toutes les infos par rapport au Covid, comment ça marche, quelles sont les absences, comment la ligue s'organise, etc. Benjamin, merci pour ce petit live. On se refera ça un peu à l'occasion. Comme je disais un peu en début d'émission, on va faire ça 1 fois ou 2 par semaine. Il n'y a pas vraiment de planning, c'est vraiment une actu, on prend, on en parle. Boum. Bon là c'est le Covid donc c'est peut-être un peu l'exception qui confirme la règle parce que c'est pas une grosse actu qui est tombée d'un coup mais voilà on aurait pu par exemple parler 20 minutes de Steph sans aucun problème. Euh, donc voilà j'espère que c'est un format qui plaira aux gens, c'est un format plus régulier aussi, ça va permettre de dynamiser la chaîne en termes de contenu, il va y avoir des choses un peu plus souvent à regarder etc. Et puis voilà bah écoute je pense qu'on peut remercier les gens qui nous ont regardés, les inviter à venir nous suivre quand même sur les réseaux pour être au courant de tout, @l'analyste.fr partout sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, même si on poste rien, le arrobase est sécurisé. Il Le site, existe, effectivement. le site, on a tout retapé hein, d'ailleurs hein, pour ceux qui l'auraient peut-être raté. Nouveau logo, nouvelle couleur, nouveau site, nouveau visuel pour les réseaux, la totale. Donc voilà, on espère que ça régale les gens et puis on leur dit à la fois prochaine. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, à la fois prochaine. Et puis, bah, merci à toi pour cette première émission qui était très sympa. Avec plaisir. Vas-y, à la prochaine. Bisous l'équipe.